Installez-vous confortablement, là où vous vous trouvez en ce moment précis, et permettez à votre corps de s'enfoncer doucement dans la surface qui vous accueille. Sentez le poids de vos membres qui devient plus lourd, plus présent, comme si la gravité elle-même vous invitait à vous abandonner complètement. Vos épaules se relâchent, glissent vers le bas, libérant toutes les tensions accumulées au fil de la journée, ces petites crispations que vous ne remarquiez même plus tant elles étaient devenues familières. Portez maintenant votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, simplement en l'observant comme on observe le va-et-vient régulier des vagues sur une plage déserte. L'air entre par vos narines, frais et apaisant, descend lentement dans votre poitrine, gonfle doucement votre abdomen, puis repart en un souffle long et profond qui emporte avec lui tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Inspirez la tranquillité, expirez les préoccupations. Inspirez le calme, expirez les tensions. Vos paupières deviennent lourdes, si lourdes, comme voûtées par un velours invisible qui les tire délicatement vers le bas. Vous pouvez les laisser se fermer si elles ne le sont pas déjà, ou simplement laisser votre regard se perdre dans le vague, défocalisé, flou, comme si vous regardiez à travers une brume légère et douce. Les muscles de votre visage se détendent à un, votre front s'aplanit, vos mâchoires se desserrent, votre langue repose molle et paisible au fond de votre bouche. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers les siècles et les continents, pour suivre l'histoire la plus silencieuse et la plus essentielle de l'humanité. L'histoire du papier et de l'écriture, ces deux compagnons indissociables qui ont traversé le temps en portant nos rêves, nos pensées, nos mémoires. Nous allons marcher dans les traces de ceux qui, bien avant nous, ont cherché à fixer l'éphémère, à capturer les mots pour qu'ils demeurent au-delà du souffle qui les prononce. Laissez votre esprit se préparer à ce voyage contemplatif, sans attente, sans hâte. Nous irons lentement, très lentement, comme on déroule un parchemin ancien dont chaque centimètre révèle de nouvelles merveilles. Respirez profondément encore une fois, et sentez comment votre corps tout entier s'abandonne maintenant au repos, comment vos pensées ralentissent, s'espacent, deviennent douces et flottantes comme des plumes portées par une brise invisible. Imaginez-vous debout sur les berges du Nil, il y a plus de 5000 ans, alors que le soleil levant teinte les eaux d'une lumière dorée et rose qui semble irréelle tant elle est douce. L'air est encore frais de la nuit qui s'achève, portant cette fraîcheur particulière qui précède les grandes chaleurs du jour, et vous sentez contre votre peau cette caresse matinale qui fait naître une sensation de paix absolue. Autour de vous s'étendent à perte de vue les champs de papyrus. Ces plantes majestueuses dont les tiges vertes se balancent légèrement dans la brise du matin, créant un bruissement délicat, presque musical, qui accompagne le chant lointain des premiers oiseaux. Les tiges sont hautes, certaines atteignent 2 ou 3 fois la hauteur d'un homme, et leurs ombelles en forme d'étoiles se découpent contre le ciel qui pâlit progressivement, passant de l'indigo profond de la nuit aux teintes lavandes et pêches de l'aube. Vous observez les récolteurs qui avancent lentement dans les marécages, leurs silhouettes sombres se reflétant dans l'eau tranquille où flottent des nénuphars aux fleurs encore fermées. Ils se penchent avec des gestes précis, rodés par des générations de savoir-faire, et coupent les tiges à leur base, là où elles sont les plus épaisses, les plus gorgées de cette sève qui deviendra bientôt support d'écriture. Le son de leurs faucilles résonne doucement dans l'air calme, un rythme régulier qui s'harmonise avec le clapotis de l'eau contre leurs jambes. Les tiges coupées sont rassemblées en gerbes, qui seront transportées vers les ateliers. Ces lieux où s'opère la transformation miraculeuse du végétal, en surface lisse et respève. Vous suivez un groupe de porteurs qui remontent vers la berge, leurs pas s'enfonçant légèrement dans la vase noire et fertile qui a fait la richesse de cette terre depuis la nuit des temps. L'odeur est celle de l'eau douce mêlée aux plantes aquatiques, avec cette touche de terre humide qui évoque la vie dans ce qu'elle a de plus fondamental. Dans l'atelier, installé sous un auvent de palmes tressées qui filtre la lumière en motifs dansants, vous découvrez le travail minutieux des artisans. D'abord, les tiges de papyrus sont épluchées avec soin, débarrassées de leur écorce verte, pour révéler la moelle blanche et spongieuse qu'elles contiennent. Cette moelle est ensuite découpée en fines lamelles longitudinales, aussi régulières que possible, et ces lamelles sont placées côte à côte sur une surface pleine, formant une première couche dont la disposition rappelle celle des planches d'un parquet.
Puis vient la seconde couche, disposée perpendiculairement à la première, créant cette structure croisée qui donnera au papyrus sa résistance et sa souplesse. Les artisans travaillent avec une concentration paisible, leurs gestes sont lents et mesurés, et vous remarquez comment leurs mains, aux doigts agiles, malgré les callosités du travail, manipulent les lamelles avec une douceur presque affectueuse. L'eau du Nil, cette eau sacrée qui contient déjà en elle tant de mémoire et d'histoire, est utilisée pour humidifier les lamelles et vous observez comment elle s'infiltre entre les fibres, commençant déjà à créer les liens qui uniront les couches. Maintenant vient le moment du pressage, où de lourdes pierres sont placées sur l'ensemble pour écraser les fibres, les forcer à s'entrelacer, à fusionner. Ce processus prend du temps, beaucoup de temps, et requiert une patience que notre époque ne connaît plus. Les artisans laissent les pierres en place pendant des heures, parfois des jours, surveillant le séchage progressif, ajustant la pression, veillant à ce que l'humidité s'évapore de manière uniforme pour éviter les déformations ou les faiblesses dans la structure. Enfin, lorsque les feuilles sont prêtes, vous les voyez étalées au soleil pour le séchage final. Et c'est un spectacle fascinant que ces rectangles d'un blanc crémeux disposés sur le sol, ondulant légèrement sous la brise chaude, qui souffle du désert. La surface du papyrus, une fois sèche et polie avec des galets lisses ou des morceaux d'ivoire, présente un grain délicat qui accroche la lumière d'une manière unique. Et vous comprenez pourquoi tant de scribes ont choisi ce support pour consigner les pensées des pharaons, les formules magiques du livre des morts, les contes des temples et les poèmes d'amour. Les rouleaux de papyrus s'accumulent dans les bibliothèques des temples, rangés soigneusement dans des jarres de terre cuite qui les protègent de l'humidité et des insectes. Vous imaginez ces salles fraîches et silencieuses où repose la mémoire d'une civilisation, où chaque rouleau contient des fragments d'éternité, des mots qui ont survécu à leurs auteurs de plusieurs millénaires. Les scribes circulent entre les rangées avec des gestes respectueux, déroulant délicatement les papyrus anciens pour les consulter, leurs doigts suivant les colonnes de hiéroglyphes avec une familiarité née de longues années d'études. L'odeur dans ces bibliothèques est distinctive, un mélange de papyrus anciens légèrement poussiéreux, d'encens que l'on brûle pour honorer les dieux de l'écriture et de la sagesse, et de cette senteur indéfinissable que dégage le savoir accumulé, comme si les pensées elles-mêmes possédaient un parfum. La lumière entre par de petites ouvertures hautes dans les murs, créant des restes dorés qui semblent venir d'un autre monde, et dans ces faisceaux lumineux dansent des particules de poussière qui brillent comme des étoiles miniatures. Le soir tombe sur le Nil, et vous observez un dernier rayon de soleil caresser un rouleau de papyrus ouvert sur une table de lecture. Les hiéroglyphes semblent prendre vie dans cette lumière rasante. Leurs contours se détachent avec une netteté extraordinaire, et vous ressentez cette connexion intemporelle qui unit celui qui écrit et celui qui lit, par-delà les siècles, par-delà les langues et les cultures. Le papyrus, né des eaux et du soleil d'Égypte, continuera son voyage à travers le temps, portant sur sa surface fragile, mais résistante le poids immense de nos mémoires collectives. Le temps s'écoule comme s'écoulent les fleuves, et nous voici maintenant transportés vers d'autres rives, d'autres époques, dans les scriptoriums silencieux des monastères médiévaux où les moines copistes consacrent leur vie entière à la préservation du savoir. Imaginez-vous pénétrer dans l'un de ces lieux sacrés, un matin d'hiver, où le givre dessine des arabesques complexes sur les vitres épaisses et irrégulières. L'air à l'intérieur du scriptorium est glacial malgré le petit brasero qui rougeoie dans un coin, car le feu doit rester modeste pour ne pas risquer d'endommager les précieux manuscrits. Votre souffle forme de petits nuages de vapeur qui se dissipent lentement dans la pénombre, et vous remarquez comment les moines, enveloppés dans leurs épaisses robes de laine brune, gardent leurs mains gantées de mitaines qui laissent libres seulement les doigts nécessaires à l'écriture. La lumière du jour entre par de hautes fenêtres orientées vers le nord pour éviter les variations trop brutales d'éclairage, et cette lumière douce et constante se répand sur les pupitres inclinés où sont disposés les parchemins. Le parchemin, cette peau animale transformée en support d'écriture, possède une texture et une présence totalement différentes du papyrus égyptien. Il est plus épais, plus résistant, avec une surface légèrement veloutée qui accroche l'encre d'une manière particulière. Vous observez le processus complexe de fabrication du parchemin qui commence dans les ateliers annexes où les peaux fraîches de moutons, de chèvres ou de veaux sont d'abord nettoyées
et débarrassés de leurs poils. Les peaux sont plongées dans des bains de chaux qui les ramollissent et facilitent l'élimination des derniers résidus organiques. Et cette étape dégage une odeur âcre et puissante qui imprègne les vêtements et les cheveux des artisans pour des jours entiers. Ensuite vient le grattage minutieux des peaux tendues sur de grands cadres de bois, une opération qui demande une main ferme, mais délicate pour amincir la peau sans la percer. Les artisans utilisent des lames en forme de demi-lune qu'ils passent et repassent sur la surface avec des gestes réguliers et hypnotiques, enlevant peu à peu les couches superficielles jusqu'à obtenir cette finesse qui permettra à l'encre de se fixer sans baver. Le son du grattage est particulier, un chuintement rythmé qui devient presque musical dans sa répétition, accompagné du craquement occasionnel du cadre de bois qui se resserre sous la tension de la peau qui sèche. Une fois grattées et séchées, les peaux sont découpées en feuilles rectangulaires dont la taille varie selon l'usage prévu, puis elles sont polies avec des pierres ponces pour obtenir une surface. Cette étape finale transforme la peau brute en un support noble et précieux qui pourra recevoir non seulement l'écriture mais aussi les enluminures, ces décorations somptueuses qui feront de certains manuscrits de véritables joyaux. Retournons maintenant dans le scriptorium, proprement dit, où les moines copistes sont installés à leur pupitre depuis les premières lueurs de l'aube. Chacun travaille dans un silence presque absolu, seulement troublé par le grattement délicat des plumes d'oie sur le parchemin et par les pages qui se tournent avec un froissement doux. L'atmosphère est d'une concentration intense mais paisible, comme si chaque moine était entré dans un état méditatif qui transcende le simple acte d'écrire. Vous vous approchez d'un copiste qui travaille sur un évangéliaire et vous observez la finesse extraordinaire de son travail. Sa main se déplace avec une lenteur délibérée, formant chaque lettre avec un soin méticuleux, et vous remarquez comment il trempe sa plume dans l'encrier, après seulement quelques traits, pour maintenir une intensité parfaitement constante du noir sur le parchemin. L'encre elle-même est un mélange complexe de noir de fumée, obtenu en brûlant des résines ou des huiles, mélangé à de la gomme arabique qui sert de liant, et à de l'eau ferrée qui intensifie la couleur et assure sa permanence. Le copiste utilise une règle de bois pour tracer des lignes invisibles qui guident son écriture, et ces lignes sont si légèrement marquées qu'elles disparaîtront une fois le travail terminé, laissant l'illusion que les rangées de textes se sont alignées d'elles-mêmes par quelque miracle. Les marges sont calculées avec précision selon des proportions harmonieuses héritées de l'Antiquité, et ces espaces vides autour du texte ne sont pas du gaspillage, mais au contraire une respiration nécessaire qui permet à l'œil du lecteur de se reposer et à l'esprit de méditer sur ce qui vient d'être lu. Dans un coin du scriptorium, vous découvrez l'atelier des enlumineurs, ces artistes dont le travail viendra compléter celui des copistes en décorant les manuscrits de lettrines majestueuses et de miniatures d'une finesse inouïe. Leurs palettes contiennent des pigments d'une richesse extraordinaire, certains venus de contrées lointaines à prix d'or. Le lapis-lazuli broyé donne ce bleu outre-mer si profond qu'il semble contenir le ciel lui-même, tandis que le vermillon éclatant provient du cinabre espagnol, et l'or en feuilles qui sera appliqué sur certaines lettres vient des ateliers spécialisés où l'on bat le métal précieux jusqu'à ce qu'il devienne plus fin qu'un cheveu. Un enlumineur travaille sur une lettrine représentant le début d'un psaume, et vous l'observez appliquer avec un pinceau d'une finesse extrême des touches de couleur qui construisent peu à peu une scène complexe où s'entrelacent des rinceaux végétaux, des animaux fantastiques et des figures humaines aux expressions délicates. Il travaille avec une loupe de verre grossissant suspendue devant ses yeux, et chaque coup de pinceau est précédé d'une longue pause de réflexion, comme un joueur d'échecs méditant son prochain coup. La journée s'écoule dans ce rythme paisible et régulier, ponctué seulement par les offices religieux qui appellent les moines à la prière. Lorsque la lumière naturelle commence à décliner, les copistes rangent soigneusement leurs outils, nettoient leurs plumes dans des chiffons de lin, bouchent leurs encriers pour éviter que l'encre ne sèche pendant la nuit. Les manuscrits en cours sont couverts de linge propre pour les protéger de la poussière, et chacun quitte le scriptorium en silence, laissant derrière lui cette atmosphère saturée de concentration et de dévotion. Imaginez maintenant un manuscrit achevé après des mois ou des années de travail patient. La reliure elle-même est un art distinct pratiqué par d'autres artisans qui vont assembler les feuillets de parchemin en cahiers
Coudre ces cahiers ensemble avec du fil de lin ou de chanvre, puis les fixer entre deux planchettes de bois recouvertes de cuir. Ce cuir sera souvent décoré par estampage à chaud, avec des motifs géométriques ou des scènes religieuses, et parfois enrichi de fermoirs de métal précieux qui transforment le livre en objet de luxe absolu. Les bibliothèques monastiques accumulent ainsi au fil des siècles des trésors inestimables, chacun représentant des centaines d'heures de travail humain, chacun portant en lui une partie du savoir accumulé par l'humanité. Ces livres sont enchaînés au pupitre pour éviter qu'ils ne soient volés ou égarés, car leur valeur dépasse largement celle de l'or ou des pierres précieuses. Dans la pénombre fraîche de ces bibliothèques, où règne une odeur de cuir ancien, de parchemin et d'encens, vous ressentez presque physiquement le poids de toutes ces pensées préservées, de toutes ces prières copiées, de toute cette beauté créée dans le seul but de glorifier Dieu et de transmettre la connaissance aux générations futures. Traversons maintenant les vastes étendues de l'Asie pour découvrir une invention qui va révolutionner le monde de l'écriture d'une manière plus profonde encore que le papyrus ou le parchemin. Nous sommes en Chine, sous la dynastie Han, il y a près de 2000 ans, et vous vous trouvez dans l'atelier d'un homme nommé Cailun, fonctionnaire impérial qui va mettre au point le processus de fabrication du papier tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. L'atelier est situé près d'une rivière dont l'eau claire et pure sera essentielle au processus, et vous entendez le murmure constant de son cours qui crée une mélodie apaisante en arrière-plan de toutes les activités. L'air est humide et porte les odeurs mêlées du bois mouillé, de l'écorce de mûrier et d'autres matières végétales qui vont servir de matière première à cette invention révolutionnaire. Cailun a expérimenté de nombreuses substances avant de parvenir à la formule idéale. Et vous le voyez rassembler des écorces de mûrier, des vieux chiffons de chanvre et de lin, des filets de pêche usagés, tous ces matériaux fibreux qui peuvent être décomposés et recomposés en une nouvelle forme. Ces matériaux sont d'abord découpés en petits morceaux et placés dans de grandes cuves d'eau où ils vont tremper pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils commencent à se désagréger et à libérer leurs fibres. Le trempage est suivi du battage, une opération laborieuse où les matériaux ramollis sont frappés avec de lourds maillets de bois jusqu'à ce qu'ils se transforment en une pâte homogène. Le rythme des maillets résonne dans l'atelier comme un tambour lent et profond, et vous observez les muscles des ouvriers qui se contractent et se relâchent au rythme de leurs coups, leur front perlé de sueur malgré la fraîcheur de la saison. Cette pâte obtenue est ensuite diluée dans de grandes quantités d'eau jusqu'à former une suspension laiteuse où les fibres flottent en suspension, invisibles à l'œil nu, mais créant cette texture caractéristique qui donnera sa force au papier. Vient maintenant l'étape la plus délicate et la plus fascinante, celle qui donne véritablement naissance à la feuille de papier. Un artisan plonge un cadre rectangulaire tendu d'un fin tissu de soie dans la cuve de pâte, et d'un geste fluide et maîtrisé, il le retire en l'inclinant légèrement pour permettre à l'eau de s'écouler. Sur le tissu de soie reste une mince couche de fibres enchevêtrées qui commence déjà à former une feuille, et vous voyez l'artisan secouer légèrement le cadre d'un mouvement de poignet précis qui répartit uniformément les fibres et consolide leur entrecroisement. L'eau continue de s'égoutter à travers la soie, produisant un son cristallin et régulier qui s'ajoute à la symphonie aquatique de l'atelier. Lorsque la majeure partie de l'eau s'est écoulée, la feuille encore humide et fragile est délicatement transférée sur une surface de feutre absorbant, et cette opération demande une habileté extraordinaire car la moindre déchirure gâcherait tout le travail. Les feuilles s'accumulent ainsi les unes sur les autres, séparées par des couches de feutre, formant une pile qui sera ensuite pressée pour éliminer l'eau restante et consolider la structure du papier. Le pressage se fait progressivement, avec des poids de pierre ajoutés graduellement pour ne pas écraser brutalement les fibres encore molles. Vous observez comment les artisans vérifient régulièrement l'état des feuilles, ajustant la pression, remplaçant les feutres gorgés d'eau par des secs, dans une danse patiente qui s'étend sur plusieurs heures. L'odeur qui se dégage de ces piles de papier humide est fraîche et végétale, avec quelque chose de propre et de nouveau qui évoque le printemps et les commencements. Après le pressage vient le séchage final, et les feuilles sont délicatement décollées de leur feutre et étalées sur de grands panneaux de bois poli ou directement sur des murs chauffés. La chaleur douce évapore progressivement l'humidité résiduelle, et vous voyez les feuilles se transformer sous vos yeux.
leur surface devenant de plus en plus lisse et mate, leur texture se raffermissant jusqu'à atteindre cette consistance parfaite qui permettra d'y écrire avec de l'encre sans que celle-ci ne bave ou ne traverse. Le papier ainsi obtenu est d'une qualité remarquable, beaucoup plus fin et léger que le parchemin, beaucoup plus résistant et durable que le papyrus, et surtout infiniment plus économique à produire. Cette invention va permettre une démocratisation progressive de l'écriture et de la lecture, car là où il fallait auparavant des mois pour préparer suffisamment de parchemin pour un seul livre, on peut maintenant produire des centaines de feuilles de papier en quelques jours. Dans les années et les siècles qui suivent, le secret de fabrication du papier se répand lentement le long de la route de la soie, porté par des artisans chinois, puis coréens et japonais, qui établissent des ateliers dans les villes caravanières. Chaque culture adapte le processus à ses propres matériaux locaux et développe des variantes qui donnent au papier des caractéristiques spécifiques. Au Japon, on utilise l'écorce de mûrier à papier et de gampi pour créer le washi, ce papier d'une finesse et d'une beauté exceptionnelle qui semble presque translucide quand on le tient à contre-jour. Imaginez-vous maintenant dans un atelier de papier japonais traditionnel, niché dans une vallée montagneuse où l'eau de source coule pure et glacée. Le processus ici a été raffiné au point de devenir un véritable art. Et chaque geste du maître papetier possède une grâce et une précision qui relèvent de la méditation. Il plonge son cadre de bambou dans la cuve de pâte avec une lenteur mesurée, le retire en créant des vagues qui se propagent en cercles concentriques à la surface, et répète ce geste peut-être 10 ou 20 fois pour la même feuille, construisant couche après couche un papier d'une solidité et d'une beauté incomparables. Le séchage se fait ici en plein air, sur de grandes planches de bois exposées au soleil, et vous voyez les feuilles de washi ondoyer légèrement sous la brise comme des voiles translucides. Quand elles sont sèches, ces feuilles possèdent une texture légèrement irrégulière, qui leur donne une personnalité unique, avec de subtiles variations d'épaisseur et de transparence qui en font un support privilégié pour la calligraphie et la peinture à l'encre. Le secret du papier finit par atteindre le monde arabo-musulman au 8e siècle, lorsque des artisans chinois capturés lors de la bataille de Talas révèlent leur technique à leur nouveau maître. Et c'est à Samarcande, cette cité fabuleuse de la route de la soie, que s'établissent les premiers ateliers de papeterie du monde islamique, transformant cette ville en un centre majeur de production et de commerce du papier pendant plusieurs siècles. Vous vous promenez dans les ruelles étroites de Samarcande au Xe siècle, sous un ciel d'un bleu intense qui semble vibrer de chaleur même en cette fin d'après-midi où les ombres commencent à s'allonger. L'air est saturé d'odeurs complexes, un mélange d'épices, de cuir tanné, de fruits mûrs exposés sur les étals des marchés, et par moments cette senteur particulière, légèrement sucrée et végétale, qui s'échappe des ateliers de papeterie. Les papetiers de Samarcande ont adapté les techniques chinoises aux matériaux disponibles localement, utilisant principalement des chiffons de lin et de chanvre plutôt que l'écorce de mûrier. Ils ont également introduit des innovations importantes, comme l'utilisation de moulins hydrauliques pour actionner les maillets qui battent la pâte, augmentant considérablement la productivité et permettant une production de masse qui fera de Samarcande le principal fournisseur de papier pour tout le monde islamique. Vous pénétrez dans l'un de ces ateliers et la première chose qui vous frappe est le bruit assourdissant des maillets qui s'abattent sur les chiffons dans de grandes cuves de pierre. Le moulin à eau qui actionne ce mécanisme produit un grondement régulier et puissant qui se répercute dans tout le bâtiment, faisant vibrer les murs et le sol sous vos pieds. Des ouvriers s'affairent autour des cuves, ajoutant des chiffons, vérifiant la consistance de la pâte, retirant les impuretés qui flottent à la surface. Le papier produit ici est d'une qualité exceptionnelle, avec une surface lisse et légèrement satinée, qui sera parfaite pour recevoir l'écriture arabe avec ses courbes gracieuses et ses points délicats. Les calligraphes de Bagdad, du Caire, de Cordoue, tous préfèrent le papier de Samarcande pour copier les manuscrits du Coran ou les œuvres des grands poètes et philosophes. Dans les souks de la ville, des marchands spécialisés vendent le papier par balles entières, et vous les voyez dérouler des échantillons pour montrer la qualité du grain, la blancheur éclatante, la résistance à la déchirure. C'est également dans le monde islamique que se développe un amour particulier pour la calligraphie, cet art de la belle écriture qui transforme les lettres en œuvres d'art.
Vous entrez dans l'atelier d'un maître calligraphe de Bagdad, une pièce fraîche et silencieuse donnant sur un jardin intérieur, où chante une fontaine. Le calligraphe est assis en tailleur sur un coussin, son papier disposé devant lui sur un lutrin légèrement incliné, et il tient son calame, cette tige de roseau taillée en biseau, avec une délicatesse qui contraste avec la fermeté de ses traits. L'encre qu'il utilise est d'un noir profond, presque velouté, préparé selon une recette secrète qui combine le noir de fumée avec de la gomme arabique et diverses substances qui lui donnent cette fluidité parfaite. Chaque mouvement de sa main est calculé, fluide, partant d'une respiration profonde qui se transforme en geste, et vous observez comment les lettres naissent sur le papier comme si elles émergeaient de quelque source invisible, parfaitement proportionnées, harmonieusement liées les unes aux autres. Le calligraphe travaille pendant des heures sans se lasser, copiant des versets du Coran, avec une dévotion qui transcende le simple acte technique. Pour lui, chaque lettre est une prière, chaque mot une offrande, et le papier devient le support d'une méditation en mouvement. Lorsqu'il a terminé une page, il la laisse sécher à l'air libre, et parfois il saupoudre légèrement la surface d'or en poudre qui adhère à l'encre encore humide et fait briller certaines lettres d'un éclat précieux. Les bibliothèques du monde islamique médiéval accumulent ainsi des dizaines de milliers de manuscrits couvrant tous les domaines du savoir humain. À la maison de la sagesse de Bagdad, vous déambulez entre des rayonnages qui semblent s'étendre à l'infini, chargés de volumes reliés de cuir repoussé, certains si anciens que leurs pages ont pris cette teinte crème légèrement jaunie, qui témoigne du passage des siècles. Des savants de toutes origines se côtoient ici, lisant des traités de médecine grecque traduits en arabe, des traités de mathématiques indiens, des commentaires philosophiques persans. L'atmosphère est studieuse mais non silencieuse car on entend le bruissement constant des pages tournées, les murmures des discussions érudites, le grattement occasionnel d'une plume quand un lecteur prend des notes sur ses propres feuillets. La lumière entre par de hautes fenêtres à moucharabillées qui filtrent les rayons du soleil en créant des motifs géométriques complexes sur le sol de marbre, et cette lumière tamisée est idéale pour la lecture prolongée sans fatiguer les yeux. Le papier continue son voyage vers l'ouest, et au XIIe siècle il atteint l'Europe par l'intermédiaire de l'Espagne mauresque et de la Sicile. Les premières papeteries européennes s'établissent en Italie, en Espagne puis en France, et chacune développe ses propres caractéristiques. Vous vous trouvez maintenant dans la vallée de la rivière Fabriano, en Italie, où au XIVe siècle s'est développée une industrie papetière qui va devenir célèbre dans toute l'Europe. Le moulin de Fabriano utilise la force hydraulique de la rivière pour actionner les maillets qui battent les chiffons, et le bruit rythmé de cette machinerie se mêle au grondement de l'eau qui tombe sur les roues. L'innovation principale introduite ici est le filigrane. Cette marque translucide qui apparaît dans l'épaisseur du papier quand on le regarde à contre-jour. Le filigrane est créé en cousant un fil de métal sur le tamis, utilisé pour former la feuille, et ce fil laisse une zone légèrement plus fine où les fibres sont moins denses, créant ainsi un motif visible qui sert à la fois de signature du fabricant et de garantie de qualité. Vous observez un artisan former une feuille avec un tamis où est cousu un filigrane représentant une fleur de lys, et quand il tient la feuille encore humide à la lumière, vous voyez apparaître ce motif délicat comme une image fantomatique emprisonnée dans la matière même du papier. Cette technique se répandra dans toute l'Europe, et l'étude des filigranes deviendra un outil précieux pour les historiens cherchant à dater et localiser les documents anciens. Le papier italien gagne rapidement une réputation d'excellence, et bientôt toute l'Europe s'approvisionne à Fabriano, à Amalfi, à Bologne. Les bibliothèques et chancelleries européennes abandonnent progressivement le parchemin au profit de ce support moins coûteux et plus facile à produire en grande quantité. Cette démocratisation du support d'écriture va avoir des conséquences culturelles immenses, permettant une diffusion plus large des idées et préparant le terrain pour la révolution que représentera l'invention de l'imprimerie. Au XVe siècle, lorsque Gutenberg perfectionne sa presse à imprimer, c'est le papier qui rend possible la production de masses de livres. Imaginez-vous dans l'atelier de Gutenberg à Mayence, observant les premières épreuves de sa Bible sortir de la presse. Le papier utilisé provient des meilleurs moulins d'Italie et de France. Il a été soigneusement sélectionné pour sa résistance et l'uniformité de sa surface. Car il doit supporter la pression de la presse,
et absorber l'encre grasse, sans baver. L'odeur dans l'atelier est caractéristique. Un mélange d'encre d'imprimerie à base d'huile de lin et de noir de fumée, de papier légèrement humidifié pour le rendre plus réceptif, et de cette senteur métallique des caractères de plomb. Vous entendez le grincement rythmé de la presse quand l'imprimeur actionne la vis qui abaisse la platine sur les caractères ancrés, puis le léger soupir quand la pression se relâche. Chaque feuille imprimée est délicatement retirée et suspendue pour sécher sur des cordes tendues à travers l'atelier, créant une forêt de pages qui ondule légèrement dans le courant d'air. Cette révolution de l'imprimerie va transformer radicalement le rapport de l'humanité à l'écrit, et le papier en est le vecteur indispensable. Des livres qui autrefois demandaient des années de travail à un copiste peuvent maintenant être reproduits à des centaines d'exemplaires en quelques semaines. La connaissance, les idées, les histoires, tout peut circuler avec une rapidité et une ampleur jamais connues auparavant. La Renaissance, la Réforme, les Lumières, toutes ces révolutions intellectuelles n'auraient pas été possibles sans cette alliance du papier et de l'imprimerie. Au fil des siècles suivants, la production de papier ne cesse de croître et de se perfectionner. Les moulins se multiplient le long de toutes les rivières d'Europe, utilisant des techniques de plus en plus sophistiquées. Au XVIIIe siècle apparaissent les premières machines à papier en continu qui révolutionnent la production en permettant de fabriquer des feuilles de longueur virtuellement illimitée. Vous visitez l'une de ces premières papeteries mécanisées, dans les Vosges françaises, et vous êtes impressionné par la taille et la complexité des machines qui occupent d'immenses halls bourdonnants d'activité. La pâte à papier arrive à une extrémité de la machine sous forme liquide, se dépose sur un tapis roulant, qui la secoue pour entrelacer les fibres, passe sous des rouleaux presseurs qui éliminent l'eau, traverse des cylindres chauffés qui la sèchent, et ressort à l'autre bout sous forme de rouleaux de papier parfaitement secs et lisses. Le bruit est assourdissant, un grondement mécanique constant ponctué de sifflements de vapeur et de cliquetis métalliques, très différent du calme artisanal des anciens moulins. Mais même dans cette industrialisation, quelque chose de l'essence du papier demeure, cette capacité à recevoir et préserver les pensées, les émotions, les connaissances, que ce soit sur un fragment de papyrus égyptien vieux de 3000 ans, sur un feuillet de parchemin médiéval, sur une feuille de washi japonais ou sur une page produite par une machine moderne, le miracle reste le même, l'invisible devient visible, l'éphémère devient permanent, et les mots trouvent un refuge qui peut durer des siècles. Alors que votre voyage à travers l'histoire du papier et de l'écriture touche à sa fin, prenez un moment pour ressentir toute la richesse de ce que vous avez découvert. Ces millénaires d'ingéniosité humaine, d'art et d'artisanat, tous dédiés au simple but de préserver les mots au-delà du moment de leur énonciation. Du scribe égyptien traçant des hiéroglyphes sur le papyrus au moine médiéval enluminant un évangéliaire, du maître papetier chinois, formant ses feuilles à la main, au calligraphe arabe, transformant l'écriture en art pur, tous ont participé à cette chaîne interrompue de transmission qui nous relie au passé et nous projette vers l'avenir. Imaginez-vous maintenant dans une bibliothèque moderne, mais une bibliothèque particulière qui aurait rassemblé des spécimens de toutes les époques et tous les lieux que nous avons visités. Vous déambulez lentement entre les vitrines où reposent ces trésors. Ici, un fragment de papyrus portant quelques lignes d'un poème d'amour égyptien. Là, un feuillet enluminé d'un livre d'heures médiéval. Plus loin, un exemplaire de la Bible de Gutenberg ouvert sur une page somptueuse. Et encore au-delà, un rouleau de calligraphie japonaise, où l'encre noire danse sur le washi translucide. Chacun de ces objets porte en lui non seulement les mots qu'il présente, mais aussi toute l'histoire de sa création. Les mains qui ont préparé le support, les doigts qui ont tenu la plume ou le pinceau, l'esprit qui a composé le texte, tout cela est présent d'une certaine manière dans ces pages anciennes. Le papier et l'écriture ne sont pas de simples technologies. Ce sont des ponts jetés à travers le temps, des moyens de communication entre les générations, des véhicules pour cette chose la plus humaine de toutes, le besoin de partager nos pensées et nos rêves. La lumière dans cette bibliothèque est douce et tamisée pour protéger les documents fragiles, et elle crée une atmosphère de recueillement presque religieux. Vous vous asseyez sur un banc de bois poli par des années d'usage, et vous laissez votre regard errer sur tous ces témoins du passé. Chaque page, chaque feuille, chaque rouleau est un miracle de survie. Ayant échappé aux incendies, aux guerres, aux inondations, à la simple usure du temps,
et ils sont là, patient témoignage que les mots, une fois fixés sur un support matériel, acquièrent une forme de permanence qui défie notre mortalité. Dehors, le jour décline lentement, et les derniers rayons du soleil pénètrent par les hautes fenêtres, créant des raies de lumière dorée, où dansent des particules de poussière. Dans l'un de ces raies, vous voyez flotter ce qui pourrait être un fragment microscopique de fibre de papier, détaché d'un livre ancien, et vous pensez à tout le voyage que cette fibre a accompli. Peut-être vient-elle d'un chiffon de lin qui fut autrefois une chemise portée par un paysan médiéval, transformée en papier par un moulin des Vosges, utilisé pour imprimer un livre qui a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tant d'histoires dans une seule particule. Vous fermez les yeux et vous laissez envahir par une sensation de paix profonde. Tout ce que nous avons parcouru ensemble, de l'Égypte ancienne à nos jours, de la Chine à l'Europe, du papyrus au papier moderne, tout cela forme une tapisserie complexe et belle de l'ingéniosité et de la créativité humaine. Et au centre de cette tapisserie se trouve cette idée simple, mais puissante que nos pensées méritent d'être préservées, que nos mots ont de la valeur, que ce que nous avons à dire aujourd'hui peut encore avoir du sens dans 1000 ans. Votre respiration s'approfondit et ralentit encore. Vous sentez votre corps devenir de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Vos pensées deviennent floues et espacées, comme des nuages qui dérivent lentement dans un ciel d'été. Les images de notre voyage, autres. Les tiges de papyrus qui se balancent dans la brise du Nil. Le grattement de la plume sur le parchemin dans le scriptorium silencieux. Le bruit de l'eau qui s'écoule dans l'atelier du papetier chinois. Le parfum de l'encre fraîche sur le papier. Laissez toutes ces images vous accompagner doucement vers le sommeil. Imaginez que vous êtes vous-même une page blanche, propre et paisible, prête à recevoir les rêves de la nuit. Votre esprit est calme comme la surface d'un lac sans vent. Vos muscles sont détendus comme du papier qui a fini de sécher au soleil. Votre souffle est régulier et doux comme le bruissement des pages qu'on tourne. Le papier et l'écriture ont préservé tant d'histoires à travers les âges. Cette nuit, c'est à vous de créer vos propres histoires dans vos rêves. Et elles n'ont pas besoin d'être écrites pour être réelles et précieuses. Laissez-vous glisser maintenant dans ce sommeil profond et réparateur, porté par toutes les belles images que nous avons contemplées ensemble, les bibliothèques silencieuses, les ateliers paisibles, la lumière douce sur les pages anciennes. Dormez bien, reposez-vous profondément, et que vos rêves soient aussi riches et aussi beaux que les manuscrits les plus précieux, aussi durables que les mots fixés sur le papier, aussi apaisant que le silence des bibliothèques où dort la mémoire du monde. Bonne nuit.